Bonjour et bienvenue sur la Loire dans ce Nouvelle Île-Loire TV, une édition entièrement consacrée à la gestion des ouvrages de protection contre les inondations. Barrages, digues, levées, ponts, canaux, écluses ou déversoirs. En zone rurale ou au cœur des villes, chacun a son histoire, sa particularité et son mode de gestion. C'est un véritable panorama historique et géographique que l'on vous propose dans ce numéro pour ensuite se pencher sur un avenir proche, celui de la mise en œuvre des nouvelles modalités de gestion des systèmes d'endiguement. De quand date la construction de ces ouvrages? Leur fonction a-t-elle évolué au fil des années? Ont-ils été efficaces pour nous protéger des grandes crues? Avant de regarder le présent, d'envisager l'avenir, retraçons ensemble quelques-uns des grands chapitres de l'histoire de nos infrastructures de protection contre les inondations. Ces digues sont très anciennes et leur rôle a évolué avec le temps pour arriver aujourd'hui où elles ont comme principal rôle de protéger des populations, donc des zones habitées et des zones d'activité. Elles ont été construites à partir de la zone d'Angers à peu près, de Lotion, et elles sont remontées vers l'amont. Nous héritons maintenant d'un système d'endiguement. 1160, Henri de Plantagenet, c'est le premier texte qu'on ait sûrement en termes de témoignage sur la mise en place de ces ouvrages. La deuxième grande étape, c'est la fin du XVe siècle. Avant tout pour des raisons d'ordre politique. Les rois de France s'intéressent de plus en plus à cet axe pour contrôler la circulation, mais aussi les villes qui sont en train de croître le long de la Loire. Au fur et à mesure, la fonctionnalité des digues a changé. Au début, ils étaient construits pour assainir des marécages, pour donner à l'agriculture des terres fertiles. Derrière l'objet technique, il y a un projet politique. Donc ce sont les villes finalement qui vont notamment s'affronter en partie avec les populations des Vals, qui elles voulaient conserver une partie du contrôle des ouvrages, alors que du côté des villes, on souhaitait plutôt conforter l'endiguement insubmersible pour permettre justement à la navigation de mieux pouvoir se faire. Cette digue elle a été construite selon la volonté de Napoléon III en 1865 et elle a d'ailleurs servi de suite pour la crue de l'Allier de 1866 et elle a parfaitement rempli son rôle à cette époque-là. Les grands barrages qui sont prévus dans le bassin de la Loire, les premiers projets qui sont médiatisés, c'est à partir des années 1950 et puis l'objectif c'était la question de lutter contre les inondations d'une nouvelle manière puisqu'on jugeait les digues comme étant insuffisantes. Ces ouvrages ils appartiennent à l'histoire du territoire puisque dès 1850 ça a été imaginé en concertation avec les élus, avec la population. Ça appartient au patrimoine commun. Les dernières études de danger montrent que ces digues ne sont pas infaillibles. L'histoire aussi nous le montrait puisque lors des grandes crues de la fin du 19e siècle, elles ont fait des brèches dans plusieurs endroits, enfin peut-être une centaine de brèches si je donnais un ordre de grandeur. Il est à noter qu'aujourd'hui le même type de catastrophe arriverait. On évalue les dommages à plusieurs milliards d'euros et c'est pour ça que c'est considéré comme le troisième risque majeur redouté au niveau national. Ces digues, elles ont une efficacité pour toutes les crues moyennes, mais elles deviennent plus dangereuses dès lors qu'on a des crues exceptionnelles. C'est la particularité de chaque territoire qui a fait qu'on a construit les endiguements plus ou moins grands, plus ou moins complexes. J'ai plutôt l'impression à travers ces articles de presse que les digues sont proposées comme une solution plutôt positive, mais il y a quand même quelques articles à partir des années 1990 qui expliquent que on ne peut pas construire éternellement des digues et qu'il faut aussi surtout arrêter de construire en zone inondable. Alors, le problème avec les digues, c'est qu'on a le sentiment d'être protégé. En fait, il faut savoir que les digues nous protègent pour un certain niveau de risque. Mais dans certains cas, on peut avoir des crues un peu plus exceptionnelles que celles pour lesquelles on est protégé et du coup être inondé. La Loire est un fleuve qui peut avoir un débit extrêmement faible en été. L'étiage peut aller en théorie jusqu'à 10 mètres cubes par seconde et la crue peut aller jusqu'à 10 000 mètres cubes par seconde. C'est quelque chose de monstrueux et à un moment donné, elle a besoin de l'ensemble de son lit pour faire passer les crues extrêmes. Bordant les cours d'eau depuis des siècles, les systèmes d'endiguement ont toujours été en première ligne face aux inondations. Mais de quoi se composent-ils? Qui en a la propriété? À qui en reviennent la gestion et l'entretien? Quels sont leurs modes de fonctionnement? Panorama des particularités de ces ouvrages qui jalonnent le bassin de la Loire et ses affluents.
Notre outil premier est le barrage de Villeray. On avait encore vu l'an dernier, le barrage de Villeray a fait son rôle d'écrêteur de crue. C'est quand même le maillon fort de notre dispositif. Par rapport à une ville comme Roanne, c'est pratiquement 2 mètres d'eau en moins. Et même une ville comme Tours, c'est presque 50 cm. Parmi les ouvrages de protection contre les inondations, il y a les digues. Mais une digue toute seule, elle ne peut pas fonctionner. Elle fonctionne dans un ensemble qu'on appelle aujourd'hui un système de digues. Les systèmes de digues comprennent des digues, peuvent comprendre aussi d'autres ouvrages qui sont nécessaires à la protection contre les inondations. Des fois, on a des routes. On a des canaux, on a des voies ferrées qu'il est nécessaire d'intégrer dans les systèmes de digues pour que le système puisse fonctionner. Tout au long de la Loire, nous avons plus de 700 km de digues, notamment concentrées au niveau de la Loire moyenne, entre Nevers et Angers. Et sur ce patrimoine-là, il y a 530 km de digues qui sont sous gestion de l'État. Je cite le cas du Val de Tours, qui est protégé au nord contre la Loire, au sud contre le Cher, et qui protège 140 000 personnes environ. On a le Val d'Authion, à l'amont d'Angers, dont la digue mesure 80 km de long. Et puis le Val d'Orléans, dont la digue mesure 42 km. Sur le territoire de Saumur-Val-de-Loire, nous avons 32 km de digues domaniales sur les 80 que compte le Val d'Authion. Et cela protège 50 000 personnes et plus de 7 000 activités économiques. Le système d'endiguement dans la région est constitué d'environ 35 km de digues de classe A, 44 km de classe B et 5 km et demi de digues de classe C sur l'ensemble du Val, de la métropole de Tours-Val-de-Loire. Ici, typiquement en rive gauche de la Loire à Blois, on a un système d'endiguement un peu complexe avec une ligne de défense principale assez longue. Et puis à l'intérieur de ce système d'endiguement, on a un système inclus qui protège typiquement le quartier dans lequel on se trouve, le quartier de Blois-Vienne. On sent bien que du coup l'un est sollicité en cas de dysfonctionnement ou de rupture sur le premier niveau de protection. On ne peut pas gérer l'un sans gérer l'autre. Cette digue, elle a pour objectif donc d'assurer la protection d'un certain nombre d'habitations qui se trouvent légèrement en contrebas par rapport à la Soule. Est-ce qu'elle protège réellement? Je dirais oui et non. Ma grande peur à moi, c'est d'avoir une accumulation d'eau en amont de la digue lorsque la Soule est haute au travers des apports par les différents affluents de la Soule. Cet ouvrage, nous appelons ça une porte écluse. Fait à peu près 6 mètres de haut. Il permet en temps normal la circulation de l'eau de la Boire qui est derrière nous vers le lit mineur puis le lit majeur de la Loire. Et en période de crue, c'est un ouvrage qui nous permet de fermer, d'obturer le remblai de façon à protéger les habitations qui sont derrière le remblai côté Val. Le remblai, à peu près, il protégerait pour une surcote de Loire d'à peu près 6 mètres. Au-delà de 6 mètres, on aurait ce qu'on appelle des surverses. Et là, même la circulation des trains ne serait plus garantie. La vocation première d'un canal, c'est de faire naviguer des bateaux dans certaines configurations particulières. L'ouvrage canal peut avoir un rôle secondaire de digue de protection contre les inondations. Vous avez la digue proprement dite qui est propriété de l'État et au-delà vous avez les parcs qui sont propriété de la ville de Vichy. Ce sont entièrement des ouvrages qui appartiennent à l'État. L'État est propriétaire, sauf 2 fois 4 km de digues sur le Cher qui sont la propriété de la ville de Tours. La DDT se voit gestionnaire d'environ 50 km de digues en Maine-et-Loire. Le rôle du gestionnaire de digues, c'est de maintenir ces ouvrages en bon état pour qu'ils puissent servir et être efficaces en cas d'inondation. Parmi ces rôles, il y a la surveillance et l'entretien en période courante, la surveillance et l'entretien en période de crue pour éviter les brèches. Il y a la connaissance et le suivi des ouvrages au cours du temps, connaître leur rôle, connaître leur constitution de manière à pouvoir effectuer régulièrement des diagnostics et en faire de temps en temps, en fonction des besoins. Il y a des travaux plus lourds. Il y a également éventuellement des modifications du système pour changer les objectifs de protection. Il est bien évident que si vous laissiez perdurer les faiblesses de la digue à un moment, on risque fort d'avoir un travail beaucoup plus important à effectuer par la suite. L'État a fait un projet global de fiabilisation qui montre qu'effectivement toutes les digues de Loire ne sont pas dans un état parfait et nécessitent non seulement des investissements, mais aussi de l'entretien, donc du fonctionnement. Alors il y a déjà des travaux qui ont été faits
travaux de confortement en particulier du mur de soutènement qui se trouve de l'autre côté, qui sont assez récents, ils doivent dater d'une quinzaine d'années. Tout n'a pas été fait en même temps et donc on est en train d'y réfléchir, d'où l'idée de mettre en place une étude de danger comme c'est prévu par la réglementation pour voir un peu qu'est-ce que on devrait faire éventuellement comme travaux de confortement à cette digue. Concernant l'établissement public Loire, on a là un outil qu'il faut utiliser. Pour une raison simple, c'est qu'on a là l'ingénierie qui est nécessaire. Au niveau des travaux singuliers, ça comporte surtout de la surveillance. On travaille avec 2 visites annuelles, une visite classique et une visite qu'on appelle la visite technique approfondie, qui est une visite réglementaire. Et elle s'effectue en principe une au printemps et une autre à l'automne. On essaye de les coordonner avec les périodes de fauchage des digues. On attend que le fauchage ait été fait et on fait ces visites aussitôt après. Sur les missions de maîtrise d'œuvre notamment, on délègue à des bureaux d'études spécifiques. On travaille beaucoup en collaboration avec l'État et avec l'Adréal. Et sur les études de danger, on travaille avec des bureaux d'études privés et on a demandé une assistance maîtrise d'ouvrage à l'établissement public Loire. Par exemple, le fauchage, on tient compte des périodes de reproduction des animaux, c'est-à-dire que nous fauchons de mai à mars, sachant que mai c'est une période défavorable pour la reproduction. Des couvées de canards par exemple, il y a des fleurs qui sont présentes. L'autre grand défi, c'est d'essayer de maintenir sur l'ensemble du parc de digues une certaine cohérence dans la gestion à grande échelle. Un système d'endiguement alimentaire, je dirais que c'est la plus petite entité techniquement envisageable en matière de système de protection. C'est-à-dire que c'est l'échelle en dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Depuis quelque temps, la question de la gestion des inondations, on essaye de la penser à l'échelle des bassins versants, avec cette idée d'essayer de ralentir l'écoulement tout au long du parcours de l'eau, de l'amont vers l'aval. Et dans ce contexte-là, les solutions que l'on envisage sont généralement une palette de solutions. Et parmi ces solutions, l'endiguement peut en être une. Il y a d'autres solutions qui peuvent être mises en œuvre, notamment dans la gestion des territoires urbains ou également dans la réinondation d'espaces qui n'étaient pas inondables pour justement essayer de stocker l'eau un petit peu en amont. Il y a dans notre stratégie un axe important, c'est le premier d'ailleurs, c'est qu'on a dénommé l'aléa accepté par les populations et maîtrisé. Ça va passer bien entendu par une information plus importante, une acculturation des habitants. Ce qui nous importe également, c'est de faire en sorte qu'il y ait une entrée douce de l'eau dans le Val au cas d'une inondation, d'un aléa très fort. On est à l'étude pour faire en sorte qu'il y ait un déversoir. À un moment donné, la crue est trop importante, il faut que l'eau puisse passer. Les déversoirs sont situés en aval pour permettre une inondation lente de la zone. Mais dans tous les cas de figure, le but du déversoir, c'est de ne pas être endommagé en période de crue et de diminuer le débit de crue à l'aval. Sur la Loire moyenne, on dispose d'études hydrauliques un peu plus fournies et donc ça nous a amené à définir un continuum Loire. On considère qu'il est nécessaire à l'avenir de sans doute avoir une cohérence d'axe dans la gestion de ces différents systèmes d'endiguement. C'est un héritage qu'il faut traiter dans son ensemble et c'est peut-être ça le plus compliqué. Avoir une vision globale et partagée. Aménagement, entretien des cours d'eau, protection contre les inondations, autant de compétences qui vont désormais relever des communautés de communes, agglomérations ou encore métropoles. Sont-elles prêtes à assumer ces responsabilités nouvelles? La cohérence de gestion à l'échelle du bassin pourra-t-elle être assurée? Les avis des gestionnaires, des élus, des experts incitent à la prudence. Les ouvrages de protection contre les inondations vont relever de la compétence de ce qu'on appelle désormais l'autorité gémapienne, c'est-à-dire a priori les établissements publics de coopération intercommunale. Ça crée une nouvelle compétence pour les intercommunalités qui seront responsables de la gestion et de l'entretien des digues, ce qui est une évolution importante par rapport à la situation actuelle où ces digues peuvent être gérées dans certains cas par l'État, dans d'autres cas par des collectivités. On a aussi un certain nombre de digues qui sont orphelines, qui ne sont gérées par personne. En ce qui concerne la Gemapi, nous avons bien compris que de toute façon il y aurait une conséquence financière, que ce soit en termes d'investissement, en termes de fonctionnement. Et nous espérons bien avoir une contribution de la région et du département en partenariat pour l'entretien de ces digues. Alors aujourd'hui, l'État met 22,5 millions. Le conseil départemental, 3 millions.
Dans le budget de la métropole, 1,5 million. Et puis après, on a quelques communautés de communes qui mettent 300 000 pour l'une et 100 000 € pour une autre. On a mis en place une politique de gestion des digues qui va s'arrêter assez rapidement, puisqu'on va donner à partir de 2018 nos digues à des collectivités territoriales d'une taille inférieure. Nous allons être mis à disposition de ces collectivités pendant 6 ans. Durant ce laps de temps, il y aura sûrement beaucoup de discussions. Tours Métropole Val-de-Loire a pris la compétence GEMAPI au 1er janvier 2017. Donc nous avons totalement la compétence. Et on nous dit, à partir du 1er janvier 2018, cette compétence GEMAPI est transférée de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale. Et à partir de 2020, on donnera également la gestion. Donc il est difficile maintenant de continuer à motiver des agents qui savent que dans très peu de temps, ils vont perdre une partie des missions à laquelle ils commençaient à trouver un intérêt important. Les évolutions réglementaires qui définissent un bloc intercommunal, c'est un premier pas, c'est pas forcément le dernier, parce que on commence à avoir un responsable identifié. C'est une bonne chose. Par contre, en termes d'hydraulique, le découpage du territoire en fonction des intercommunalités n'est pas forcément un découpage qui est cohérent en termes hydrauliques. Ce qui est très intéressant, c'est le fait d'avoir à gérer non pas un ouvrage, comme c'est le cas de la commune d'Ébreuil, mais plusieurs ouvrages. Donc, en fait, de mutualiser les moyens, que ce soit les moyens en personnel, que ce soit les moyens financiers, que ce soit les moyens en matériel, etc. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Mais on peut là encore s'interroger de savoir si la taille de notre communauté de communes est suffisamment importante. Il y a nécessairement besoin d'un échelon plus global, forcément. On ne peut pas, nous, sur notre territoire, entretenir des digues et que ce ne soit fait ni en amont ni en aval. Entre l'amont et l'aval, entre les rives gauches et les rives droites, il y a une certaine cohérence de gestion des inondations qui est à envisager et pour lesquels il faudra probablement du temps pour que les différents responsables identifiés par la GEMAPI se mettent d'accord pour arriver à ce niveau de cohérence hydraulique. Les systèmes d'endiguement interdépendants ont pour objectif d'essayer d'avoir une gestion plutôt cohérente, cette fois-ci à l'échelle du bassin versant. Sur la Loire moyenne, là on dispose d'études comme les études de Val, comme les études de Danger, comme les études du plan Loire du début des années 2000. La difficulté que l'on a, c'est encore de bien identifier comment on va gérer cette nouvelle compétence. Il est vrai que l'idéal, c'est de travailler ensemble sur un même fleuve et un même bassin hydraulique. Nous souhaiterions vraisemblablement, si c'est possible, avoir une gestion sur un parcours beaucoup plus long que simplement le cadre de notre métropole. Le périmètre d'une intercommunalité, pour moi, n'est absolument pas le bon périmètre. Ce n'est même pas le département, c'est même pas la région, c'est vraiment le bassin versant. Et le bassin versant, celui qui le représente le mieux, c'est l'établissement public Loire. Une autre option pourrait être que ces intercommunalités décident de transférer ou de déléguer leurs compétences à l'établissement public Loire, qui permettrait d'assurer cette cohérence d'ensemble sur la Loire. Alors quel que soit le découpage qui serait fait ou l'organisation, la structuration de gestion des digues sur le territoire, il conviendra de faire en sorte de mettre en place les outils qui permettront, soit au niveau des contrôles, soit au niveau des conceptions, des échanges suffisants pour qu'on ait bien la cohérence entre les différents systèmes. On considère qu'il est nécessaire à l'avenir de sans doute avoir une cohérence d'axe dans la gestion de ces différents systèmes d'endiguement. Alors cette cohérence entre les systèmes d'endiguement est absolument primordiale pour garantir la sécurité, notamment dans les interventions en gestion de crise. Aujourd'hui, la SNCF est propriétaire, gestionnaire, donc assure l'entretien des ouvrages de protection contre Loire. Demain, la loi GEMAPI va obliger les collectivités à se positionner sur le véritable rôle que pourrait assurer cet ouvrage Remblai SNCF. La gestion donc hydraulique dans un premier temps, c'est bien entendu d'assurer l'alimentation en eau des canaux. En période de crue, je dirais que là, l'important aussi, c'est d'assurer la sécurité de nos ouvrages. Le PEC, c'est le projet d'aménagement d'intérêt commun que nous avons mis en place au sein de l'établissement public Loire. Nous pouvons apporter vraiment une valeur ajoutée, une vision globale sur notre fleuve, comme ont eu nos prédécesseurs quand ils ont créé cet établissement. L'établissement propose de gérer ces digues, faire des appels d'offres communs qui pourront diminuer les coûts. Il y aura toute la partie expertise qui sera faite en interne. Aller chercher aussi des subventions, donc diminuer le coût vis-à-vis des territoires. Le but est vraiment de mutualiser ce que sait très bien faire l'établissement public Loire.
Nous l'avons vu, avec ces nouvelles responsabilités, les collectivités vont devoir veiller à leur bonne organisation, mobiliser des financements, développer des partenariats, afin que les ouvrages assurent effectivement la protection des populations et des activités face aux inondations sur l'ensemble du bassin fluvial. C'est ainsi que se termine ce 5e ILOIR TV proposé par l'établissement public Loire. Merci à tous les intervenants pour leurs précieux témoignages.